Eh bien, je suis avec Claire Decomer. Bonjour Claire, vous êtes directrice adjointe chez Reach pour le développement de Reach Influence Cloud. Alors, on va peut-être commencer par se présenter un peu déjà vous-même et aussi Reach Influence Cloud brièvement. Reach Influence Cloud, c'est une des offres de Reach. C'est la plateforme qui permet aux marques ou aux agences qui le souhaitent de pouvoir internaliser leurs activités d'influence marketing. On accompagne des clients comme Boulanger, le Club Med, Yves Rocher ou Orange au travers de cette plateforme. Et pour très rapidement énoncer les autres activités de Reach, donc on est un acteur de l'influence marketing. On fête nos 10 ans cette année. Et au-delà de cette plateforme, on est également une agence conseil en influence marketing. On accompagne des gros annonceurs comme Center Parcs, Deezer ou Santé publique France. Et puis depuis 3 ans maintenant, on a également lancé le Reach Learning Programme, qui est une offre de formation dédiée aux professionnels qui souhaitent se former, se renforcer leurs compétences sur l'influence marketing. Bien, c'était la minute de publicité. Merci Claire. Alors, nous allons nous pencher sur votre étude annuelle. C'est une étude qu'on suit régulièrement chez Visionary Marketing. Alors, cette année, elle est un peu particulière. Tous les ans, vous avez un nouveau focus. Il y a eu quelques années, d'ailleurs je continue à la présenter celle-là, où vous aviez une étude qui montrait côte à côte consommateurs, annonceurs et créateurs de contenu. C'est très intéressant. L'année dernière, donc c'était 2024, c'était les influenceurs versus les marques. Et puis cette année, c'est les consommateurs, c'est le tour des consommateurs. Alors on va faire un zoom sur l'état de l'art de l'influence sur ce domaine. Alors, pourquoi les consommateurs? Pourquoi pas le B2B? C'est ma minute poil à gratter, je vais juste vous embêter un peu avec ça. Pourquoi que les consommateurs? Parce que c'est ça que vous faites ou c'est parce que le B2B n'intéresse personne? Non, comme vous l'avez dit, ça fait 9 ans qu'on mène cette étude. Pendant plusieurs années, on avait surtout interrogé les créateurs de contenu, puis on est passé côté annonceurs pour comprendre pourquoi eux activaient le levier de l'influence marketing et faisaient appel aux créateurs de contenu. Et puis on se disait que c'était important de mettre la focale aussi sur les consommateurs qui étaient mine de rien les premiers utilisateurs et consommateurs de ces formats-là. Donc ça nous a semblé pertinent de prendre cette casquette-là. Pas que le B2B ne soit pas intéressant. On fait une étude par an, donc c'est une bonne piste en tout cas pour les prochaines éditions. Voilà, c'était ma minute de lobbying pour le B2B et donc j'espère qu'un jour on aura l'occasion d'en parler parce que c'est quand même les 3/4 de l'économie. Alors bon, ceci mis à part, on va revenir un petit peu sur la méthodologie d'enquête. Alors je sais que vous avez interviewé près de 1000 personnes, peut-être les détailler un petit peu pour savoir de qui on parle. Oui, tout à fait. Donc, on est passé par un institut de sondage, l'Institut Norstat, pour réaliser cette étude qui a été menée entre décembre 2024 et janvier 2025. On a interrogé 1000 répondants français représentatifs de la population de plus de 18 ans. Et donc, l'échantillon se compose de 51% de femmes, 49% d'hommes, d'une population d'âge moyenne de 39 ans, et puis d'une répartition plutôt égale entre les différentes catégories socio-professionnelles. Voilà, donc 39 ans pour les auditeurs qui ne le sauraient pas, c'est largement en dessous de la moyenne d'âge en France qui doit être 45-46 ans à peu près et qui augmente hélas tous les ans. Alors la première chose qui est frappante dans tout ça, c'est les réseaux préférés de cet échantillon. On s'attendrait à trouver TikTok ou Instagram ou peut-être Snapchat ou YouTube. Non, en fait, non, on continue de trouver Facebook, 77%. Alors là, Claire, je ne comprends pas. Expliquez-moi, parce que je ne connais plus, à part ma femme peut-être, de gens qui utilisent Facebook autour de moi.
Oui, en effet, ça peut paraître contre-intuitif. Après, je pense que étant dans le secteur, on n'est peut-être pas nous-mêmes justement représentatifs de tous les Français qu'on a interrogés. Donc, il y a peut-être un petit biais professionnel dans notre analyse. J'étais moi aussi plutôt étonnée de ce résultat, mais on n'est probablement pas tout à fait représentatif. En effet, Facebook se positionne en première position et consolide même sa place de premier, puisque quand on avait posé la même question il y a 2 ans aux consommateurs qu'on avait déjà interrogés, ça se positionnait à 75%. Faut quand même noter que dans Facebook, on intègre aussi l'application Messenger, l'application de messagerie, de discussion de Facebook. Donc, on pense qu'il y a un effet aussi messagerie en plus de l'effet réseau social, et puis probablement un effet reliquat, habitude d'aller au moins une fois de temps en temps sur Facebook, en plus des autres réseaux. Ouais. Bon, alors effectivement, après, il y a peut-être une question de fréquence d'utilisation. Si je l'utilise une fois par an, bon, effectivement, je suis présent sur Facebook, mais bon, c'est peut-être... Alors la question était une fois par semaine quand même, donc il y a quand même cette fréquence qui doit être respectée par les personnes qui ont répondu. Ouais. Bon, donc, désolé, mais Facebook n'est donc pas mort, puisqu'on est à 77% sur Facebook, Instagram à 64%. Donc on peut pas dire que Facebook donc est complètement disparu. Mais alors que font les marques sur Facebook encore aujourd'hui? Il y a 10-15 ans, maintenant je me souviens, c'était génial, on faisait des hubs de marques, on faisait même des trucs internationaux, on faisait des applications, des jeux, on faisait des tas de trucs. Aujourd'hui, on fait quoi, de la pub? Oui, principalement. Et ce qui est intéressant, c'est de mettre en regard là où sont les consommateurs, là où sont les créateurs de contenu et là où sont les annonceurs. Et quand on fait ce comparatif-là, on voit en effet que s'il y a plus de 3/4 des Français qui sont sur Facebook, 71% des créateurs qui y sont aussi, les annonceurs, eux, ne sont qu'un petit tiers, 29%, à utiliser Facebook comme relais de leurs activités d'influence marketing. Et ils le font principalement via de la pub. On sait que Facebook est un très bon levier pour faire du contenu sponsorisé et c'est du coup principalement utilisé en relais paid des activations qui vont mener sur Instagram. D'accord. Et donc, finalement, la plateforme pour les créateurs de contenu, c'est Facebook ou c'est Instagram? C'est peut-être plus Instagram. Alors, c'est indéniablement Instagram. Instagram, pour les créateurs, ils sont 98% dans l'étude qu'on a menée l'année dernière. Ils sont 98% à indiquer être sur Instagram, réseau principal et réseau secondaire confondus. Si on se concentre sur ceux qui ont répondu utiliser Instagram comme réseau principal, on reste à 91%. C'est vraiment le réseau de l'influence qui écrase tous les autres. Alors, dans les découvertes, Threads, puisqu'on parle d'Instagram, Meta a fait un coup il y a 1 an, maintenant, un petit peu plus d'1 an, en transférant tous les comptes Instagram sur Threads, et le résultat est à peu près le même que celui de Google+. C'est nul, en fait, ça marche pas. Ils sont à 5% d'utilisateurs sur votre échantillon. Ouais, c'est assez timide. Threads pour l'instant, l'alternative à X finalement qui avait été lancée par Instagram. Donc c'est assez peu. On note tout de même que la moyenne d'âge des utilisateurs de Threads, donc un peu moins de 38 ans, 37 ans,6, est assez proche de celle de X. Donc Threads a sûrement réussi à conquérir quelques utilisateurs de X, mais en effet, ça n'arrive pas très haut pour cette première entrée dans le classement. Bah oui, c'est même tellement bas que c'est en dessous de BeReal à 7%, qui n'existait pas en 2023, et Twitch, 8%. Alors Twitch a pris un petit coup dans les mirettes par rapport à 2023, puisqu'il est tombé de 11 à 8%. Enfin, Twitch, c'est vraiment spécial. On a beau dire que ça n'est plus que du gaming, ça reste quand même du gaming, c'est un peu particulier. Mais alors, ce qui est quand même extraordinaire, c'est la grande réussite de monsieur Elon Musk, qui a réussi à flinguer Twitter en un rien de temps. Maintenant, il a même réussi d'ailleurs à le diluer dans une autre boîte, parce qu'on est juste à 21%. Il a réussi à tomber en dessous de Pinterest. Ouais, en effet. C'est plutôt américain, donc.
X, sans très grande surprise, c'est le réseau qui enregistre la plus grosse perte d'utilisateurs par rapport à notre étude de 2023, avec 6 points de perte. On était à 27% en 2023, on tombe à 21%. C'est pas une très grosse surprise quand voilà. Et ça, c'était janvier 2025. Donc, on imagine janvier 2026. Je pense qu'on peut s'attendre à ce que ça tombe en dessous de BeReal. Ça va peut-être pas tarder. Il restera plus que MAGA dessus et ça va. Ils pourront absolument des messages entre eux. Mais Pinterest, ça c'est une surprise quoi. Pinterest. Moi j'aime bien parce que je fais de la photo, alors j'ai beaucoup de visites sur Pinterest. Oui, c'est vrai on parle assez peu de Pinterest et peu de marques l'utilisent encore dans leurs activations d'influence, mais pour moi, c'est un réseau hyper intéressant. C'est un réseau qui est aussi peut-être le réseau le plus proche de l'acte d'achat, parce que quand on fait un tableau d'inspiration pour sa nouvelle cuisine, un mariage à venir ou autre, on est vraiment un consommateur proche de l'acte d'achat. Donc c'est intéressant de voir que ça augmente pas tant que ça, alors qu'il y a des vrais potentiels pour nous sur Pinterest. Et puis peut-être dernier point, si on regarde un petit peu on a parlé du perdant qui est X, si on regarde les gagnants finalement de ce classement, et je fais un petit clin d'œil à votre sujet B2B qui vous tient à cœur, c'est LinkedIn qui finalement est le réseau qui enregistre la plus forte progression, avec plus de 7 points par rapport à il y a 2 ans, et donc près d'un quart des Français, 24%, qui y vont au moins une fois par semaine. Donc il y a un vrai intérêt sur les sujets B2B. Ce qui explique aussi d'ailleurs peut-être pourquoi, aux grandes dames de beaucoup d'experts en B2B, LinkedIn est en train de se Facebookiser, si je reprends leur terme, et que ça devient vraiment très 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 grand public, avec surtout en ce moment avec les starter kits, etc. Bon, enfin on va jeter un voile pudique là-dessus. Mais ce qui est extraordinaire, ça faisait des années et des années que Snapchat était aussi un peu en background. Bon, ils ont perdu 2%, mais enfin ils sont quand même très très forts, à 42%, quasiment aussi fort que TikTok. Pourtant on en parle moins. Mais c'est quand même... Oui, c'est vrai qu'on en parle moins. C'est un réseau qui... Là où TikTok, on ne peut plus dire que c'est le réseau privilégié c'est le réseau privilégié de la Gen Z, mais il est utilisé maintenant par toute tranche d'âge. C'est moins vrai pour Snapchat, qui reste quand même un réseau plutôt très très jeune en moyenne d'âge. Et en effet, il colle juste derrière TikTok, à seulement un point de différence. On en entend beaucoup moins parler. Alors c'est dans les classes d'étudiants de 20-25 ans, là par contre on en entend beaucoup parler. Probablement. C'est assez présent. Chose intéressante également dans votre étude, à page 7, le temps passé sur les médias sociaux. Et là on voit un tassement, là, ça commence à plus tellement augmenter, voire même des fois à baisser sur les plus de 3 heures. Y aurait-il une prise de conscience de l'addiction aux réseaux sociaux ? Peut-être, en effet, les comportements ont l'air d'évoluer un petit peu, avec, comme vous le dites, une baisse des très gros consommateurs, donc moins 3 points pour les utilisateurs de plus de 3 heures par jour, au profit d'utilisateurs plus modérés, plus 4 points pour ceux qui consomment entre 30 minutes à 1 heure par jour. Donc peut-être une petite modération, en tout cas, du temps d'usage quotidien, ce qui amène à une baisse du temps moyen légère, d'à peu près 10 minutes en moins par rapport à 2023. On est aujourd'hui en moyenne sur 1h08 d'utilisation des réseaux par jour. Sans grande surprise, c'est très différent en fonction des tranches d'âge. Les 18-34 ans, eux, ont un taux médian d'utilisation de près de 2 heures par jour. Donc, je pense que sur cette tranche d'âge, on n'est pas prêt, en tout cas, de connaître une baisse trop drastique. Ouais, il va falloir envoyer tous ces gens-là faire du football, ça sera un peu mieux pour le combat contre l'obésité. Alors, à la page 10,
comment dire, un panorama assez intéressant des répartitions d'usage des différents types de médias sociaux. Alors sans surprise, à 87%, les vieux. Alors les vieux, ça commence très jeune, hein, ça commence à 35 ans, donc et voilà, on devient vieux très jeune maintenant. C'est Facebook, voilà, qui est là. Donc bon, bah oui, on l'a déjà dit, hein, pour les boomers. Et puis pour la génération de moins de 35 ans, là, on a deux réseaux qui sortent du lot très largement. Oui, en effet, la génération donc Y des moins de 35 ans, c'est du Instagram à fond, 80%. Et en deuxième position, on retrouve YouTube, qui est assez élevé aussi chez cette catégorie, à 72%. Et donc, ce sont finalement Instagram et YouTube, avec peut-être TikTok en troisième position, les réseaux les plus transgénérationnels, puisque c'est aussi des réseaux qui réalisent des bons scores chez les 35 ans et plus. Alors, qu'est-ce qu'ils font tous ces gens-là sur YouTube? Ils écoutent de la musique, hein, parce que c'était à la mode pendant un moment, ça. Ouais, où ils suivent des créateurs qui aujourd'hui ont repris des codes finalement très presque proches des productions télé, avec des émissions qui sortent à heure et jour précises, et que beaucoup attendent avec impatience. Donc YouTube aujourd'hui est passé devant la télé en termes de téléspectateurs finalement. Donc on est sur un transfert des usages. Quand on regardait la télé il y a 25 ans, aujourd'hui on regarde YouTube. Bon, c'est une bonne nouvelle, parce que du coup, je vois que je fais partie de la génération Y maintenant, parce que je fais partie aussi de ces gens qui regardent beaucoup plus YouTube que la télé. D'ailleurs, en fait, je ne regarde pas la télé du tout, sauf peut-être Arte. Et moi, mes créateurs de contenu favoris sont tous dans la photo, parce que quand je fais de la photo, c'est là que ça se passe. Et effectivement, on attend toujours les sorties des nouvelles vidéos. Alors, la dernière génération, la plus récente, celle de mes élèves, en fait, les moins de 24 ans, alors là, c'est du TikTok, quoi. TikTok. Du TikTok et du Snapchat. D'ailleurs, TikTok. Non, ma interrogation sur le futur du réseau, au vu de la situation géopolitique actuelle, il y a eu des petits soubresauts avec un court ban aux États-Unis il y a quelques semaines. Donc interrogation, mais pour l'instant, en tout cas, ça ne freine en rien. Maintenant, on attend de savoir qu'est-ce qu'il va racheter, mais il va être revendu. Et nouveauté tombée sur les téléscripteurs ce matin, je crois, sur Siècle Digital, je crois, ou Café Matin, je ne sais plus lequel, le démantèlement possible de Meta avec une poursuite pour abus de position dominante et la potentialité de de séparation de Instagram et WhatsApp du groupe Meta. C'est pas Zuckerberg transpire un peu. C'est peut-être pas étranger au fait qu'il se soit rapproché du pouvoir américain. Bon, bref, ça va bouger dans les médias sociaux. Dans un sens, c'est pas plus mal, parce que ça faisait un moment que c'était un petit peu plan-plan. Donc là, au moins, ça va bouger. Et donc, les créateurs de contenu, eux, ils bougent déjà. Ils sont en plein essor. Et surtout, les utilisateurs, les consommateurs connaissent ce terme de créateur de contenu. Ils savent faire la différence entre l'influenceur à Dubaï et le créateur de contenu qui fait sa vidéo dans sa cuisine à Paris. Oui, absolument. On a 58% des répondants qui déclarent connaître la notion de créateur de contenu. Évidemment, encore une fois, quand on regarde les résultats par tranche d'âge, c'est un chiffre qui est bien plus élevé chez les 18-34 ans, où ils sont 71% à connaître ce terme-là. Ce qui est intéressant de noter quand même par rapport à l'étude, à notre édition de 2023, c'est que les personnes qui ont répondu ne pas être sûrs de savoir ce qu'étaient les créateurs de contenu ont pas mal augmenté. Ils étaient seulement 2% en 2023. Ils sont 10% cette année. Et cette hausse s'est faite au détriment de ceux qui ont répondu
très bien savoir. Et donc nous, on l'analyse un peu comme le fait que finalement, aujourd'hui, un créateur de contenu, comme on le disait, il peut avoir son émission sur YouTube, il peut être proche, il peut jouer dans des séries télé, dans des films, ça se fait de plus en plus. Donc il y a peut-être un petit flou aussi pour une partie des Français sur finalement à quel moment un créateur de contenu arrête de l'être et devient une célébrité, une personnalité à part entière. Donc c'était intéressant de le noter, même si la notion est très bien maîtrisée, on note quand même un petit flou pour une partie des Français qui ne savent peut-être plus trop où mettre le curseur. Oui, peut-être que les journalistes aussi sont un peu responsables en montrant parfois des célébrités et en les présentant comme des influenceurs ou des créateurs de contenu, je ne sais pas. Probablement. Pas impossible que ça influence. Ouais. Alors, l'exposition des Français à ces créateurs de contenu, elle a l'air assez passive en fait. Ils sont massivement confrontés à ces contenus, 79%, mais une majorité, 55%, qui voient régulièrement leur contenu dans leur fil d'actualité de manière un peu passive. En fait, c'est la victoire des algorithmes, en fait. Oui, tout à fait. Là où 41% des Français ont fait l'action de s'abonner, de suivre un créateur de contenu, ils sont 55% à régulièrement voir du contenu dans leur feed sans être abonnés à ces créateurs. Et donc, comme vous l'avez très justement dit, c'est l'effet algorithmisation des feeds qui bat son plein. C'est le fonctionnement depuis longtemps pour TikTok, de pas forcément suivre des personnes, mais de se faire exposer du contenu sur la base de ce qu'on a aimé, commenté précédemment. Instagram a suivi le chemin, et donc c'est aujourd'hui la majorité de l'exposition des Français qui suit cette logique-là. C'est une bonne nouvelle pour nous dans le sens métier, puisque pour les marques qui veulent sponsoriser et faire de la médiatisation du contenu des influenceurs en leur nom pour essayer de toucher une cible plus large, finalement, là où il y a quelques années, c'était un peu suspicieux et mal vu de voir du contenu de personnes qu'on ne suivait pas, aujourd'hui, c'est tellement devenu la norme que ça offre en tout cas une possibilité supplémentaire aux marques d'aller mieux toucher leur cible via les outils de médiatisation que proposent les plateformes. Alors, exposition à ces contenus des créateurs de contenu, et à la page 16, là, un slide qui est vraiment impressionnant, on le mettra dans l'article, qui nous montre les sujets, je peux reprendre leur terme, hétéroclites en nette progression. C'est-à-dire, en fait, il y a une myriade de sujets, c'est pas seulement, il y a quelques années, c'était food, lifestyle, terminus, il n'y avait rien d'autre. Aujourd'hui, on a de tout, quoi, de la mode, de l'humour, du food toujours, des voyages, de la beauté, des jeux vidéo, de la déco, du bricolage. Enfin, ça n'arrête pas, il y en a des dizaines comme ça. C'est incroyable. Bon, il manque plus que le B2B. Oui. Ah si, il y a un business et entrepreneuriat, j'ai vu. Oui. C'est plus dans le sens de développement personnel, ça. Mais ok, il y a beaucoup de sujets, quoi. Oui, ça montre vraiment que finalement les créateurs de contenu sont avant tout des passionnés de l'ensemble de ces sujets-là, qui commencent à publier, à créer du contenu, et qui ensuite se forment une communauté qui eux-mêmes sont intéressés par ces sujets-là, et que finalement il y en a pour tout le monde côté consommateur, parce que peu importe ses centres d'intérêt, on va réussir à trouver des créateurs sur des sujets d'éco, art, santé, bien-être, développement personnel. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que du côté des créateurs, finalement, y a de la place pour tout le monde, parce que la concurrence est tellement répartie entre l'ensemble de ces sujets-là qu'on se dit que si on a un vrai centre d'intérêt, une patte créative, une ligne éditoriale intéressante derrière, il n'y a pas de raison de ne pas réussir à se construire et à trouver une audience intéressée par ces sujets. Ouais. Alors, parmi les sujets proposés, j'ai remarqué deux variations importantes qui sont remarquables. Peut-être elles méritent explication. C'est les sujets famille, qui ont l'air d'avoir régressé pas mal, de 7%, de 35% à 28%. Ils sont revenus à leur niveau de 2023, en fait. Et puis, les sujets
Mon Dieu, je les ai vus tout à l'heure. Les sujets Beauté, de culture générale, tiens, ça existe encore. Littérature, cinéma, série, voilà, c'était la minute feel good de la journée. On s'aperçoit que les gens savent encore lire, c'est bien. Et qui monte de manière spectaculaire, de plus 6%. Alors je sais pas, c'est dû à quoi tout ça, ou est-ce que les gens commencent à être un peu fatigués de poster les enfants sur Instagram? Ouais. Peut-être qu'on leur a dit que c'était pas bien. Oui, nous, ce sujet-là, qui est en déclin par rapport à l'édition de 2023, on l'analyse probablement sous le prisme de la loi influence de juin 2023, qui évidemment réglemente, c'était déjà réglementé, mais l'apparition des enfants dans les contenus, dans le cadre des collaborations commerciales, en tout cas. Donc on se demande s'il n'y a pas voilà, des créateurs de contenu qui ont peut-être pris un petit peu de conscience des potentielles dérives que ça pouvait intégrer, et donc une baisse d'intérêt de la part des consommateurs pour ces sujets-là. C'est une de nos pistes d'explication, en tout cas. Et pour ce qui est de la culture générale, qui à l'inverse gagne pas mal de terrain, je suis d'accord avec vous, c'est une très bonne chose. C'est pas étonnant quand on voit les hashtags BookTok ou Bookstagram qui pullulent et qui sont une très bonne chose, ou bien les chaînes YouTube voilà, qui font la promotion de sujets de culture générale, de sujets historiques, de personnalités historiques pour les faire découvrir aux consommateurs. Moi, je suis pas vraiment étonnée que ce soit un sujet en progression. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne nouvelle, et puis ça fera un peu taire les déclinologues qui sont toujours là à brasser des idées noires. Alors, dernier point, on va finir là-dessus, c'est les revenus des créateurs. Alors, on n'a pas de nouvelles statistiques depuis l'année dernière, les revenus étaient estimés par vous aux alentours de 1 600 €, mais par contre, ils sont largement surestimés par le grand public. C'est peut-être parce que aussi les journalistes les ont abreuvés d'histoires montrant des influenceurs devenus des vedettes qui achètent des immeubles entiers à Dubaï, avec de l'argent plus ou moins propre. Mais bon, alors pourquoi vous expliquez ça en dehors de ces items? Oui, en effet, quand on regarde, quand on met en miroir les revenus déclarés par les créateurs de contenu, donc on a cette information de notre étude précédente de 2024 versus les réponses des participants, on voit que ce sont deux courbes qui se croisent et qu'il y a une réelle un fantasme en fait autour des revenus gagnés par les créateurs de contenu. Ils sont 15%, les créateurs de contenu, à déclarer gagner plus de 20 000 € par an, pas par mois, attention, là où les Français sont 30% à penser qu'ils gagnent au-delà de ça. Donc en effet, ça se comprend dans le sens où les créateurs qui sont les plus visibles, les plus gros, les plus célèbres, on pense probablement qu'ils représentent une majorité des créateurs de contenu, là où en fait c'est à peine les 1% des plus célèbres. C'est très contre-intuitif, je pense aussi, de se dire qu'il y a plus de 25% des créateurs qui ne tirent pas de revenus de leur activité, qu'ils le font en plus d'une activité salariée ou autre. Donc en effet, je pense que c'est l'effet un peu arbre qui cache la forêt, qui fait qu'il y a une mécompréhension, ou en tout cas un fantasme autour de ce que gagnent les créateurs de contenu. D'ailleurs, au passage, on fera remarquer que ces 20 000 €, c'est du chiffre d'affaires, et le chiffre d'affaires, ce n'est pas un salaire. Donc, vous divisez par 2 à peu près, et vous trouvez la somme en question. Oui, effectivement, l'argent facile, c'est bien à la télé, mais c'est malheureusement plus difficile à trouver sur le terrain. Et puis, on fera remarquer aussi qu'il y a beaucoup de ces influenceurs zébulons sur Internet qui finissent en burn-out. Il y en a même qui le font régulièrement et qui en font et qui même les médiatisent. Eh bien, écoutez, Claire, merci pour ce sondage qui nous a éclairé sur les médias sociaux en 2025 et les créateurs de contenu. Eh bien, on vous attend de pied ferme pour l'étude 2026 qui nous donnera peut-être de nouveaux chiffres, notamment sur les revenus. Merci à vous et à bientôt.
Merci, à bientôt.